La RDC s'est associée aux États qui se sont ligués pour combattre le réchauffement climatique en ratifiant l'accord de Paris sur le climat signé en 2015 lors de la COP 21. La promulgation de la loi autorisant cette ratification intervient après que le Parlement et le Sénat aient passé au peigne fin cet accord qui suscite tant l'espoir de sauver la planète qui est en proie au réchauffement climatique. Ratifié puis déposé la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique par le ministre des Affaires étrangères Cheikh Tundu, plusieurs défenseurs de cet accord jugé ambitieux voient en la RDC la volonté ferme d'apporter sa contribution dans la lutte contre le changement climatique, surtout que les pays disposent des ressources nécessaires qui pourront aider à remporter cette bataille de portée mondiale. La RDC qui ratifie l'accord de Paris après le dépôt de sa contribution nationale prévue déterminée qui s'élève à 21 milliards de dollars, devient par cet acte une candidate éligible aux ressources financières fournies aux pays en développement dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord, en vue de renforcer l'application de ces stratégies, politiques, plans d'action et mesures de lutte contre le changement climatique, tant en matière d'atténuation que d'adaptation, de façon à contribuer à rendre effectif l'objet de cet accord. Le ministère de l'Environnement, à travers sa direction du développement durable, a organisé un atelier de validation du plan d'action national de lutte contre la dégradation des terres et la déforestation, ainsi que du cadre stratégique d'investissement en gestion durable des terres et des forêts en RDC, ce 15 décembre à Kinshasa. Nous avons aujourd'hui le lancement d'un processus de mise en place d'une plateforme intersectorielle qui devrait conduire le processus de mise en œuvre pour la gestion durable des terres et des forêts. Financé par l'ENEPAD à travers l'initiative Terra Africa, la mise en œuvre de la plateforme multi-acteurs en gestion durable des terres et de l'eau permet à la RDC de répondre aux engagements pris au niveau international dans la gestion des ressources. Le premier objectif du lancement de cette plateforme, c'est que l'officialisation elle soit vraiment réalisée, et nous comptons beaucoup sur le gouvernement de la RDC pour que l'arrêté soit signé et adopté par les différentes parties prenantes. Et la phase suivante sera justement de réunir tous les membres de cette plateforme-là et de voir les priorités qui doivent être axées sur la JDTE pour la RDC dans un avenir très proche. Retenons que cette initiative s'inscrit dans le cadre des engagements pris par la RDC à réaliser plusieurs actions de lutte contre la désertification, dont notamment l'initiative de restauration des paysages et forêts dégradées, Challenge des Bonnes. Le ministère de l'Environnement et Développement durable, à travers sa division des foresteries communautaires, a organisé du 12 au 13 décembre à Kinshasa un atelier de validation des outils de mise en œuvre de la foresterie communautaire en collaboration avec le Old Resources Institute et le Conseil pour la défense environnementale par la légalité et la traçabilité CODELT grâce à l'appui financier de l'USAID Carpe. On est dans une démarche ici avec la foresterie communautaire qui est un peu nouveau. Donc, dans le nouveau, il y a des défis, il y a bien sûr un besoin de renforcement de capacités, il y a tout un processus qui était nécessaire pour faire des lois, pour faire les textes ici à Kinshasa, et maintenant c'est question de les promulguer, de les partager avec les audiences cibles, y compris les communautés locales, y compris les autorités provinciales et locales, et aussi les institutions qui vont accompagner, par exemple, la société civile locale et même quelques les ONG internationales qui travaillent dans la matière. Ces outils sont destinés à faciliter le processus d'attribution ainsi que la gestion d'exploitation des concessions forestières des communautés locales, tout en sauvegardant les intérêts de ces dernières, en particulier ceux des femmes et des peuples autochtones. La foresterie, il faut qu'on se le dise, c'est un processus qui permet de renforcer la responsabilisation des acteurs locaux sur les questions d'intérêt local. Il y a des appuis qui sont prévus. Les appuis viennent des différents partenaires et c'est eux qui mettent à la disposition des partenaires intervenant dans la foresterie communautaire des moyens nécessaires qui permettent d'aller sur le terrain, de renforcer les communautés au niveau local et de les aider justement à prendre en charge ce processus. Le représentant de la société civile ainsi que ceux des communautés locales présents à ces assises ont salué l'efficacité de ces outils qui, selon eux, prennent en compte les réalités des terrains et mettent l'accent sur la gouvernance locale et les normes de gestion rationnelle des ressources forestières. Au stade actuel, les outils nous facilitent
la constitution des dossiers de demande d'octroi des forêts de communautés locales. Mais à la longue, nous allons utiliser les autres outils qui restent, qui sont effectivement censés être utilisés dans la phase de l'exploitation. La Dynamique Groupe des peuples autochtones, DGPA, en collaboration avec ses différents partenaires, a organisé un atelier d'échange et d'informations sur les questions de droits de l'homme en général et celles des peuples autochtones en particulier, avec les députés provinciaux du Mai-Ndombe et d'autres parties prenantes à Kinshasa. Cet atelier avait pour but de présenter les projets des LEDI produits par les députés du Mai-Ndombe relatifs à la protection et à la promotion des peuples autochtones pygmées batois afin de permettre à toutes les parties prenantes de bien cerner les contextes de la question autochtone en RDC et les niveaux d'engagement du gouvernement. En-delà du fait qu'on demande à ce qu'il n'y ait plus de discrimination à l'égard du peuple batois, la sécurisation des terres, le fait de ne plus déplacer les peuples batois sans leur consentement, libre, préalable et informé, un droit à l'éducation, un accès sans discrimination aucune aux soins dans les centres de santé. Pour la ministre du Mai-Ndombe, Brigitte Botete, l'adoption de cet édit donnera à ces peuples une garantie pour la sécurisation de leurs droits. C'est nous qui vivons avec cette population. C'est nous qui vivons, surtout la province de Mai-Ndombe. Sur 8 territoires, il y a 3 territoires où l'on trouve cette population pygmée. Et c'est nous qui avons cet avantage-là de le promouvoir. Donc de voter cet édit et de le mettre en application. Après 3 jours de travaux, les participants à ces assises ont formulé quelques recommandations pouvant aider à l'amélioration du dit projet afin de répondre aux difficultés auxquelles font face ces populations et ont validé l'édit afin de le soumettre à l'Assemblée provinciale. Les prochaines étapes, effectivement, c'est ces débats au niveau de l'Assemblée provinciale. Ça peut être la signature de l'édit par le gouverneur, mais aussi on doit mettre en place des dispositifs pour nous accorder plus de chances afin que l'édit soit mis en œuvre effectivement. En marge de On Planet Summit qui s'est tenu à Paris ce mardi 12 décembre, la Banque mondiale a annoncé qu'elle ne financera plus des industries gazières et pétrolières après 2019. Cette institution de Bretton Woods souhaite aligner sur les objectifs de l'accord de Paris les financements qu'elle accorde aux États. La décision de la Banque mondiale fait de cette institution financière la première banque multilatérale à prendre un tel engagement dans l'exploration et la production de pétrole et de gaz. En 2016, les financements de la Banque mondiale dans l'industrie pétrolière et gazière ont représenté près de 1,6 milliard de dollars, soit moins de 5% de la totalité des financements accordés la même année. À partir de l'an prochain, l'institution publiera tous les ans les émissions de gaz à effet de serre des projets qu'elle finance dans les secteurs les plus émetteurs comme l'énergie, a-t-elle encore annoncé. Elle va également généraliser la prise en compte d'un prix interne du carbone dans ses futurs investissements. Toutefois, dans certaines circonstances exceptionnelles, la banque pourra continuer de financer des projets d'industrie de gaz dans les pays les plus pauvres où il y a un bénéfice clair en termes d'accès à l'énergie. Cela à condition qu'il ne soit pas en contradiction avec les engagements de ces pays dans l'accord international de Paris sur le climat signé en 2015. Signalons que, de plus en plus, un bon nombre d'acteurs financiers affichent leur volonté de se désengager du charbon, l'énergie la plus polluante. Le secteur de l'agriculture bénéficiera de 350 millions de dollars, une somme qui servira à soutenir les recherches en agriculture et d'aider les agriculteurs les plus pauvres, notamment en Afrique, à s'adapter au changement climatique. Telle est la promesse faite par le patron de Microsoft, Bill Gates, lors du mini-sommet sur le climat tenu le 12 décembre dernier à Paris, à l'initiative du président Emmanuel Macron. Selon un communiqué de la Fondation Bill Gates diffusé mardi à Paris, entre 2018 et 2020, 300 millions de dollars seront investis, notamment pour permettre d'aider à rechercher et sélectionner des semences de riz, de maïs ou des haricots résistantes aux sécheresses, à la chaleur ou aux ravageurs. Ils serviront aussi à trouver de nouvelles approches pour les maladies virales qui touchent le manioc et les patates douces et à développer des techniques de gestion agricole en lien avec la préservation et la restauration de la fertilité des sols. Par ailleurs, en association avec les fondations françaises PNB Paribas et Agropolis,
La Fondation Bill Gates a annoncé le lancement séparé d'un programme de soutien de 15 millions de dollars supplémentaires sur 5 ans à quelques 600 chercheurs africains et européens travaillant sur l'agriculture africaine et le changement climatique.